Évolution des prix, évolution des taux d'intérêt, des conditions d'emprunt, bilan, perspective 2025, conseils pratiques. On va tout vous dire dans cette émission. Spécial immobilier Paris-Île-de-France, Figaro Immo, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Paris-Île-de-France dédiée à l'immobilier avec ce thème. Comment acheter malin en 2025 ? Alors c'est une belle promesse, on va essayer d'y répondre et de vous donner des clés justement à la fois de compréhension mais aussi pour se projeter pour cette année 2025. On va faire un tour d'horizon à la fois du marché de l'ancien, de l'activité dans le neuf et puis bien sûr des conditions d'emprunt avec des données sur les prix, les taux d'intérêt pour acheter, pour financer, pour investir. 3 parties dans cette émission, très simple en fait. Première partie, le bilan de l'année 2024. Deuxième partie, les enjeux et les perspectives 2025. Et la troisième partie avec les conseils pratiques. 3 parties, 3 experts qu'on est très heureux de recevoir ici sur le plateau. Tout d'abord, maître Élodie Frémont. Bonjour Élodie. Bonjour. Porte-parole des notaires du Grand Paris. Sandrine Alenier. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Alors Sandrine, porte-parole de Vous Financer, directrice des études économiques, spécialiste des crédits, on va dire de l'immobilier en général. Et Julien Pemzec. Bonjour. Bonjour. Co-président de la FPI Île-de-France. Alors FPI, Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France, mais aussi président de Woodéum et Pitch Immo, spécialisé dans l'immobilier bas carbone et notamment tout ce qui est construction bois. Tout à fait. Avant de démarrer et de rentrer dans les détails des différentes données des uns et des autres, j'ai envie de vous demander en introduction, on va prendre un petit peu de recul sur cette année 2024. Comment vous la qualifieriez sur le fond de l'activité, l'immobilier ? Élodie. Sur l'ancien, l'activité ne battait pas son fort. On a enregistré environ 100 000 transactions sur l'ensemble de l'Île-de-France au 3e trimestre, arrêté au 3e trimestre. C'est un niveau qui est digne de 2009. Donc bon. Voilà, ça ne va pas très... On peut mieux faire, bon. Ça se comprend aussi parce qu'on a eu des volumes de transactions extraordinaires 2 ans auparavant, en 2022, il ne faut pas l'oublier. Ça ralentit, enfin ça baisse toujours. Alors on va rentrer dans le détail. Là c'était vraiment une question d'introduction. Sur cette année, le sentiment, est-ce qu'il y a eu demi-temps ? Est-ce qu'il y a eu le sentiment de reprise, de frémissement ou... Non, pas de frémissement. Une baisse continue, une crise qui s'est malheureusement ancrée pendant 7 trimestres d'affilée, avec peut-être un peu moins de stupéfaction, on va dire ça. Moins de stupéfaction. Bon, Julien, cette année 2024. C'est une année quand même très particulière. On sent quand même que l'immobilier neuf souffre, mais on va en parler tout à l'heure. Ouais. Les chiffres du 3e trimestre 2024 laissent penser qu'il y a un petit crépitement là qui est en train de se mettre en place. Donc on a envie d'y voir un élan d'optimisme à avoir pour la suite des choses. Voilà. Donc de la stupéfaction, des raisons d'espérer. Oui. Sandrine, alors, cette année... Je dirais une année en demi-teinte. Ouais. D'un côté, je dirais que le marché du crédit a retrouvé des couleurs parce que les banques étaient de retour, presque tambour battant. Malheureusement, elles n'ont pas forcément rencontré leurs demandes. C'est plutôt les acheteurs qui étaient moins présents. Mais quand même, cette volonté des banques de prêter, elle est essentielle. Donc voilà, je reste quand même sur cette année, sur cette note positive. Mais on n'est pas mécontent que 2024 se termine. Bon, très bien. Alors, Élodie, maître Élodie Frémont, on va prendre une photo, l'activité du marché en Île-de-France, Paris-Île-de-France. Alors, tout d'abord, les enseignements. Tout d'abord, en volume, on est de l'ordre de moins 10%. On est très, très, très homogène sur l'ensemble des départements. Sur un an. Sur un an, comparativement donc, au 3e trimestre 2023. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment au diapason. Si on regarde les volumes de vente d'appartements, c'est du moins 11% Paris, moins 11% Grande Couronne, moins 11% Petite Couronne. Vraiment, c'est très, très uniforme. Alors si on est défaitiste, on se dit ah là là, ça baisse encore. Oui, c'est sûr, c'est pas très heureux. On a moins 18 000 ventes, donc c'est pas très heureux sur un trimestre. Mais ça baisse moins vite qu'auparavant. Parce que si je compare 2 ans auparavant, c'était moins 39% quand même. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes proportions.
Dieu merci. Et il en va de même pour les prix. Alors, ce qui est un peu embêtant, et c'est là où je rejoins ma voisine, c'est que pour redonner un petit peu de baume au cœur à un acquéreur, il faut influer un peu de solvabilité. Il n'y a pas 50 solutions. Soit les prix sont vraiment beaucoup plus bas, soit les taux d'intérêt sont vraiment beaucoup plus bas. Alors, les taux d'intérêt, quand j'entends dire, oh là là, 3%, enfin 3,30, 3,20, c'est beaucoup. C'est beaucoup, on a été mal éduqués. On était habitué au 1% pendant très longtemps. Voilà, donc ça, on ne le retrouvera pas. Et puis si on doit comparer à nos pays voisins, notamment je pense aux Anglais, on est quand même sur des taux variables à 6%, donc capés, sur des courtes durées, donc on ne peut pas dire qu'on soit très mal loti. Je suis d'accord sur le fait que les banques jouent le jeu. Donc du coup, c'est vrai que ces acquéreurs, on les voit, ils ont envie d'acheter, mais il y a beaucoup de mais. Donc du coup, ça s'en ressent sur les prix, c'est-à-dire que le vendeur, il ne cède pas. Donc s'il ne cède pas, on a des baisses de prix qui ne sont pas suffisantes. Alors de quel ordre en Ile-de-France? Donc maison, appartement, petite couronne, grande couronne? C'est l'unisson, moins 5%. D'accord. Moins 5,2, moins 5,3, moins 5%. Et là où ça baisse encore moins, c'est sur les maisons, pour deux raisons. D'abord parce qu'on y est bien, je pense, et qu'il y a eu un effet Covid auquel on a goûté et adhéré. Et puis de façon plus triste, moins optimiste, si je vends cette maison, j'aurais peut-être pas les moyens d'en racheter une plus grande ou en tout cas une identique au même coût. Un symbole, c'est Paris. Donc Paris intramuros, là aussi, baisse des prix. De quel ordre? Dans les mêmes eaux, moins 5,3, moins 5. Alors on est à moins 5,5 exactement sur Paris. Et la petite différence comparativement aux chiffres qu'on avait pu présenter auparavant, c'est qu'on a quand même presque 25%, enfin 22, 23% selon les quartiers, de clientèle étrangère. Alors autrement, si l'on regarde les arrondissements, donc ça baisse partout, mais avec... Voilà, on voit la carte, on voit la carte des arrondissements, ça baisse partout, plus ou moins, mais avec des fractures. Quand on parle de fracture des territoires, à Paris, quand on voit les arrondissements, entre le 6e arrondissement, qui est le plus cher, et puis au nord-est de Paris, où là, véritablement, on passe du simple au double avec même quasiment 10 000 euros d'écart, ce qui est énorme. On a véritablement un croissant, si on commence tous les arrondissements périphériques, mis à part le 16e, et le 17e. On est en deçà ou proche des 9 000 euros le mètre carré. Et puis, dès qu'on rentre dans le 6 et le 7, on dépasse ces 13 000 euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Et ça a une explication. Les étrangers. Qui achètent dans le 6 et 7? Les Américains. Les Américains, les Italiens, les étrangers. Oui, moi j'ai un exemple très concret. Dans un immeuble du 7e arrondissement, d'ailleurs vous allez voir que ça fait partie des quartiers les plus chers de Paris. Dans cet immeuble-là, il y a 6 ans, il y avait 6 appartements avec 6 Français. Jour d'aujourd'hui, il n'y a que des étrangers dans ces appartements. Très bien. Quels autres enseignements sur cette année 2024 pour Paris, l'Île-de-France à retenir? On savait qu'elle n'était pas très bien partie parce qu'il y avait des conditions économiques, géopolitiques qui n'étaient pas extraordinaires et qui ne se sont pas améliorées. Donc on ne pouvait pas espérer un regain d'activité d'ici la fin de l'année. Beaucoup d'incertitudes, oui. Donc l'attentisme. Alors ça c'est, au niveau international, on avait vraiment un contexte qui n'était pas très heureux. Et puis au niveau national, s'il y a un mot d'ordre, c'est incertitude. La dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas œuvré pour sécuriser, en tout cas un acquéreur qui avait peut-être envie d'y aller, qui s'est dit « Oula, j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce je vais te manger ?» Et puis, je pense que mes voisins en parlaient mieux que moi, mais la loi de finances laisse planer quelques incertitudes. Oui, on va l'évoquer, absolument. Julien Pemzec, sur le bilan du 9 Île-de-France. Deux constats. On est d'abord sur une mise à l'offre, donc ça veut dire les permis de construire des opérations neuves obtenus et les lancements de la commercialisation qui est toujours en dégringolade, parce qu'il y a un décrochage encore d'à peu près 40%, donc c'est très lourd comme tendance. Et si on regarde par rapport à il y a 2 ans, c'est moins de 70% de mise à l'offre. Et en parallèle de ça, en revanche, on a une stabilisation du volume de réservation. Et quand on regarde donc par rapport à 2023 et sur les 9 premiers mois observés, quand on regarde dans le détail, c'est là où je disais qu'il y avait un peu d'espoir quand même en ce moment. Espérons. C'est que, en fait, à volume constant donc de l'année dernière avec cette année sur 9 mois, alors c'est ce qu'on voit, c'est le tableau là. On voit une inflexion sur le 3e trimestre avec une augmentation de 10% du volume réservé
sur le troisième trimestre 2024 en comparaison avec le troisième trimestre 2023. Les réservations, ceux qui s'engagent à acheter. Exactement, ceux qui sont donc dans nos bureaux de vente, qui signent un contrat de réservation et qui vont ensuite donc engager leur parcours de financement avec succès, on l'espère. Et voilà. C'est là, Julien, vous dites, bon, ça dégringole, ça baisse, mais voilà, la lueur d'espoir, c'est ce qu'on voit à droite sur le tableau, cette remontée, cette dynamique. On a envie de croire qu'on est dans ce point bas là et dans cette inflexion à la hausse. Plusieurs paramètres expliquent cela. D'abord, le prêt à taux zéro, donc le PTZ, qu'on a remis au goût du jour en avril et dont nos vendeurs se sont emparés vraiment cet été et nos banquiers aussi se sont emparés. Donc on arrive mieux à composer en fait les financements pour nos acquéreurs pour réussir en fait leur parcours de financement lorsqu'ils souhaitent devenir propriétaires. Autre point, et je suis sûr qu'on en reparlera, les banques sont prêteuses. Beaucoup plus, et on a vu là sur ce dernier trimestre un vrai bond des émissions de crédit, donc ça aussi c'est encourageant parce qu'au-delà de le dire, il fallait aussi que ça se mesure. Donc c'est un bon signal et ça vous l'avez vu. Exactement, et puis il y a cette tendance des taux aujourd'hui plutôt à la baisse, donc vous l'avez dit, on ne reviendra pas à 1%, il faut oublier cette idée qui était en fait une anomalie de marché, donc il faut se réhabituer à trouver ça normal d'acheter un bien immobilier avec un taux de crédit entre 3 et 3,5%, on a même pour nos aînés connu des périodes où les taux étaient bien plus élevés et globalement ça a réussi à toute cette génération, donc pas d'inquiétude à avoir de s'engager dans un achat avec ces niveaux de crédit. Donc voilà, la combinaison de PTZ, banque prêteuse, légère tendance à la baisse des taux, nous donne aujourd'hui l'impression que les gens reviennent dans nos bureaux de vente et envie de s'engager. Mais quelle est la part, Julien, entre les accédants et les investisseurs? Parce que ça, pendant longtemps, c'était 50-50 à peu près, ceux qui achetaient vraiment pour habiter, et puis les investisseurs, en Pinel, Borloo, tout ce que l'on a connu, c'était 50-50. Il y a un vrai décrochage aujourd'hui des investisseurs particuliers, ce qui est non sans poser de difficultés en fait pour amorcer nos nouvelles opérations, puisque alors que dans la dernière décennie, on mesurait plutôt une moyenne aux alentours de 40%, voilà, sur la part des investisseurs particuliers. Là, on est à peine 20%. Et ça, ça s'explique parce que le Pinel a une mort annoncée depuis plusieurs mois. Ce qui fait qu'avant même qu'elle arrive, les gens se sont désintéressés à ce montage et on a beaucoup plus vendu à des particuliers pour faire des montages en LMNP notamment qu'en Pinel. Et puis c'est vrai que là-dessus, il y a aussi un peu d'incertitude. On parle de plafonnement des loyers dans certaines villes. Donc il y a toute une atmosphère qui fait que les particuliers aujourd'hui sont plus hésitants à venir sur le marché de l'investissement. Et ça, il faut qu'on enraye absolument cette dynamique et on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui a entendu ça, qui a envie de travailler sur le statut du bailleur privé et c'est impératif et urgent. Bon, ça, on va évidemment l'évoquer. Voilà. C'est tout, Julien, sur la partie 9, Île-de-France, les enseignements, c'est déjà bien. On peut noter aussi que sur la part des investisseurs institutionnels, donc ils combinent à la fois les bailleurs sociaux, le logement locatif intermédiaire et les investisseurs privés. Là aussi, il y a des tendances qui se dégagent. Les bailleurs sociaux sont toujours au rendez-vous. Les acheteurs de logements locatifs intermédiaires sont également toujours au rendez-vous, mais probablement dans des volumes moins importants. Et ça, on va le mesurer pleinement au 4e trimestre parce qu'il y a une vraie saisonnalité des achats. Et sur les investisseurs institutionnels, en revanche, là, ils ont déserté le marché. Ils ne représentent ils représentent à peine 9% là, des investissements des 9 premiers mois. Donc voilà, je pense que ces investisseurs attendent de voir le moment de stabilité de marché. Et en revanche, souvent, ils reviennent assez vite et c'est souvent d'ailleurs les étrangers, comme pour les acheteurs particuliers d'appartements dans le 7e arrondissement, c'est souvent les étrangers qui reviennent en premier. Bon. C'est le même raisonnement dans l'ancien, entre parenthèses, sur les investisseurs privés. Très bien. Dernier tour de table. Alors bien sûr, Sandrine, on a eu un marché de l'immobilier qui était quasiment à l'arrêt en début d'année. Les taux d'intérêt, les conditions d'emprunt difficiles et puis petit à petit, ça y est, ça a un peu redémarré. Oui, tout à fait. On le voit dans les chiffres de production de crédit. Ça a surtout redémarré à partir de l'été. Résultat, entre août et octobre, la production de crédit en nombre de prêts a augmenté de 42%.
Et là, ce sont les chiffres Banque de France. On est arrivé à 11,4 milliards. Alors voilà, c'est de la même façon, on voit qu'on est un peu en dents de scie et qu'il y a eu quelques rebonds. Après, ces chiffres sont arrêtés au mois de septembre. Vraiment, la tendance à la hausse s'est poursuivie. On le voit chez Vous Financer. Depuis le mois de septembre, on a eu plus 25% de demandes de prêts fermes, de signature de mandat, par rapport à la même période l'année dernière. Donc on a un marché qui est beaucoup plus dynamique. Mais voilà, on voit qu'on est encore très loin des 26 milliards voilà, par mois qu'on ne retrouvera pas. Mais en tout cas, on est au début de cette tendance. On a tous le sentiment que le pire est derrière nous. Donc ça, c'est très positif. Parce qu'en effet, les banques sont massivement revenues. Donc au début, elles l'ont dit. Et puis ensuite, elles ont dû agir parce qu'avec des taux à 4% au début d'année, évidemment, les acheteurs n'étaient pas au rendez-vous. Et on a vraiment eu des baisses de taux successives et surtout une vraie volonté des banques de faire revenir les acheteurs et surtout les primo-accédants. Et ça, les banques d'Île-de-France ont été extrêmement moteurs sur le sujet. Toutes, mais voilà, vraiment, en particulier en Île-de-France, quasiment toutes aussi dans le département, enfin dans la région. Et ça, c'est parce que vraiment, les primo-accédants ont été les premiers exclus de ce marché, forcément, puisque même si les taux de crédit ont baissé de 1 point quasiment entre novembre 2023 et novembre 2024. On va voir justement les tableaux. Voilà. Sur l'évolution des taux d'intérêt, c'est assez parlant. On va envoyer une photo d'ailleurs. Du coup, c'est vrai qu'un couple qui gagne 4 000 € par mois a pu regagner 17 000 € de capacité d'emprunt. Mais on imagine bien qu'à Paris, 17 000 €, ça fait même pas 2 mètres carrés. Donc c'est vrai que ce n'est pas de nature à faire revenir les primo-accédants. Et le problème, c'est qu'on a perdu par rapport à 2021 17% de capacité d'emprunt qui n'ont pas été compensés par les baisses de prix. Donc moi, c'est vrai que je suis plutôt des partisans des baisses de prix. Et finalement, le fait que la baisse des prix ralentisse, c'est pas forcément un bon signal. Mais au moins, ça va peut-être aider les attentistes à passer à l'acte. Donc là, voilà, on voit l'évolution de cette capacité d'emprunt. On a bien regagné ces 17 000 €. Donc ça, c'est du positif. Et c'est ce qui a permis non seulement aux primo-accédants de revenir, mais voilà, plutôt en couronne de l'Île-de-France. Et puis aussi, le fait que les taux soient aujourd'hui à 3,5, mais on peut avoir du moins de 3, ça fait aussi revenir des secondo-accédants qui tout simplement différaient leur achat parce qu'ils ne voulaient pas lâcher des crédits à 2% pour en reprendre à 4, mais à 3, quand ils n'ont pas vraiment le choix, parce qu'il y a eu des enfants supplémentaires, il faut agrandir, ou de toute façon on doit divorcer, et bien, eux aussi sont revenus. Et par exemple, on n'a jamais fait autant de prêts relais depuis 2 ans que depuis le mois de septembre. Dans certaines agences de courtage, c'est 2, 3 par semaine, alors qu'avant c'était plutôt 1 par mois. Non pas parce que les banques avaient arrêté, mais parce qu'il n'y avait plus de demande. Donc taux d'intérêt pour l'instant en moyenne sur 20 ans, on est à 3,40 en moyenne sur 20 ans. Et nous étions en décembre de l'année dernière à 4,30. 4,30. Trop tôt encore pour renégocier. Il faut qu'il y ait au moins 1 point d'écart, mais on peut s'en rapprocher. Alors, c'est un peu trop tôt pour renégocier, tout simplement parce que quand ça fait que 1 an qu'on rembourse son crédit, on a amorti trop peu de capital. Et comme on va devoir réintégrer des frais de renégociation qui se montent au total à 4% du crédit, eh bien, on va se retrouver à emprunter une somme plus importante que celle qu'on avait empruntée la première fois. Et donc ça, les banques, évidemment, dans un contexte baissier, ne vont pas du tout être favorables à ça. Donc, il faut plutôt attendre 2 ans de remboursement. Mais on en parlera après, je ne vais pas spoiler, comme on dit. Mais les taux de crédit... Comme vous êtes chez vous, Sandrine. Les taux de crédit vont quand même continuer encore un petit peu à redescendre. Mais alors justement, transition avec la deuxième partie sur les enjeux et les perspectives. Justement, est-ce que ça va continuer de baisser selon vous ? Ces taux d'intérêt, est-ce qu'on a atteint 3,10, 3,20 ? On va... Alors, pour ça, il faut regarder ce qui permet, enfin, ce qui incite à la baisse des taux. Déjà, la première bonne nouvelle, et je suis ravie de l'annoncer au Figaro TV. La France entière. Voilà, c'est que on a notamment une banque d'Île-de-France qui envisage l'année prochaine de faire plus 10% de crédit qu'en 2024. Donc, ça veut dire qu'elle va être présente encore sur le marché avec la volonté de financer les jeunes. Laquelle ? Non, pas le droit. Comment ? Pas de nom. Mais enfin, pas mais non, nom, Sandrine. Non, entre nous. Mais les banques restent en Île-de-France vraiment avec une vraie volonté de financer. Moteur et une autre nous a annoncé aujourd'hui même qu'elle poursuivait son prêt à taux bonifié, on pourra en parler tout à l'heure, pour des achats performants, donc A, B ou C. Et on peut avoir 30 000 € à 0% en dehors du prêt à taux zéro quand on achète un bien performant. Donc ça aussi, ce sont des bonnes tendances. Donc les banques vont être de nouveau au rendez-vous en 2025, plus même que début 2024.
2024. Donc ça, c'est plutôt positif. Et elles pourraient continuer à baisser leurs taux parce qu'on a déjà eu plusieurs baisses des taux de la BCE, qu'on devrait en avoir, enfin, il y en a eu plusieurs, y compris en fin d'année. Et du coup, on est quand même dans un environnement favorable. Il faudra juste surveiller les taux d'emprunt d'État qui pourraient être un peu mis à mal voilà, par les investisseurs étrangers au vu du contexte politique et économique en France. Mais sinon, les fondamentaux sont bons pour que les banques puissent continuer à prêter, à baisser leurs taux. Mais je suis d'accord, on est tous d'accord autour de cette table que je pense qu'il n'y a aucune raison que les banques descendent en dessous de 3%. Elles n'auront aucune incitation spécifique à le faire. 3% semble un taux d'équilibre de long terme. Très bien. Alors, Maître Frémont, justement, sur les perspectives 2025, là, on évoque les conditions d'emprunt de crédit, notamment le prêt à taux zéro étendu sur l'ensemble du territoire, avec les maisons neuves aussi. C'est une bonne chose, bon signal ? Ah, tout est bon à prendre. Bon. Tout est bon à prendre. La note positive, déjà, c'est que avec nos indicateurs avancés, vous savez, on a du 100% collecte depuis 2 ans. Donc, ce qui fait qu'on sait, un peu plus de 2 ans d'ailleurs, ce qui fait qu'on sait exactement ce qui devrait se signer au mois de janvier. Donc, on parle toujours au conditionnel parce qu'il y a toujours une petite érosion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est quand même pas loin d'avoir touché le fond. Pourquoi ? Parce que la baisse des volumes, en effet, elle est là, elle est persistante, mais on est passé de moins 39% à moins 11% le dernier trimestre, et on devrait arriver autour de moins 7, moins 6% l'année prochaine. Donc c'est plutôt bon signe, on divise la note par 2. Sur les ventes, on est sur les volumes, absolument, toute région Île-de-France confondue. La moins bonne nouvelle, pardon de parler comme ça, j'ose pas dire la pire, mais bon, celle qui n'est pas la meilleure, c'est qu'en effet, les prix ne suivent pas le volume de baisse. C'est-à-dire qu'ils baissent lentement. On va arriver, selon vos projections, à 9 300 € par mètre carré en moyenne, hein, c'est ça, sur Paris. Bon, on s'éloigne des 10 000 € par mètre carré. Bon, c'est un symbole. Oui, mais c'est pas suffisant parce que, comme on l'a dit, l'effort de solvabilité de l'acquéreur, il a progressé de façon extraordinaire entre janvier 2022 et on va dire août 2023. Ça s'est un peu amélioré, notamment, pas seulement parce que les taux d'intérêt, etc. C'est aussi parce que les banques ont plus consenti de crédit. Il fut un moment où l'acquéreur n'allait même pas pousser la porte du banquier en disant de toute façon, mon dossier ne sera pas instruit. Là, vraiment, on n'est pas sur la même tendance. Si on étudie la solvabilité de ce potentiel acquéreur, il a entre l'été 2023 et janvier 2025, il va avoir une petite progression, quelquefois jusqu'à 9%, 9,3% dans sa possibilité de solvabilité. Et donc, ça augmente le nombre de mètres carrés, notamment dans un appartement. Vous gagnez 5 mètres carrés et quelques. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est côté vendeur, on a malheureusement des ventes contraintes par ce que j'appelle les 4D. La dette, le divorce, le décès et malheureusement le DPE, ce qui n'est pas une bonne raison. On peut rajouter le déménagement aussi. Quand il y a Alors aujourd'hui, la mobilité professionnelle, je crains qu'elle soit un peu difficile à obtenir. Et du coup, votre vendeur qui se présente, et c'est très révélateur dans nos statistiques, sur le premier semestre, 39,8% étaient des retraités. D'accord. Alors, on pourrait dire que c'est parce qu'ils ont besoin de verre. Enfin, les retraités, pour les côtoyer en pratique, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Donc, il y a 2 possibilités. Soit on va en viager, soit on achète autre part et moins cher. Donc, c'est ces ventes contraintes qui font que votre vendeur, peut-être qu'il aimerait bien baisser son prix davantage, mais il n'en a pas les moyens. Ouais. Mais dans ces périodes aussi de crise, est-ce que ce n'est pas la prime aux biens qui sont, on va dire, sans défaut, zéro défaut, les prix ne baissent jamais, quasiment, et par contre les autres, alors là, il y a un vrai décrochage. Et donc, c'est difficile d'avoir, justement, on a cette tendance, en tout cas, que vous indiquez, une baisse des prix, mais qui va se ralentir à Paris, mais il ne faut pas s'attendre à un effondrement, sauf peut-être des opportunités pour des biens avec travaux, pas très bien situés, etc., etc. Julien, sur le neuf, au niveau des prix... Au niveau des prix, aujourd'hui, on a en fait quand même un prix de revient qui est compliqué à compresser plus qu'il n'est compressé aujourd'hui. Donc on est, d'ailleurs ça se voit sur les prix des opérations neuves, les prix sont stables. Donc on est à 5 500 € par mètre carré en moyenne en Île-de-France. Avec une légère baisse sur Paris et la première couronne, qui sont les marchés les plus difficiles aujourd'hui. Ouais.
à commercialiser, compensé par une légère tendance haussière sur les marchés de périphérie qui deviennent en fait des marchés de report très conséquents, en fait simplement parce qu'ils sont plus adaptés au budget des franciliens. Après, on voit que la tendance de l'offre, elle a beaucoup évolué, simplement parce que là, les évolutions démographiques sont quand même assez fortes. On est passé d'un foyer moyen de 3,6 personnes à un foyer moyen de 2,1 personnes et encore moins à Paris puisqu'on est sous la barre des 2 personnes. Et ça se voit encore mieux en ce moment dans ce qui se vend, puisque les achats sont principalement orientés vers des 2 et 3 pièces, plutôt des logements compacts, justement pour arriver en fait à créer des budgets qui se sont adaptés à ces nouvelles conditions d'emprunt. Et c'est là où le neuf a un rôle important, contrairement à l'ancien où le moule, je dirais, est déjà construit. Donc c'est comme ça, un appartement qui fait 70 mètres carrés dans l'ancien, il va toujours faire 70 mètres carrés. Dans le neuf, on a cette capacité de faire du sur-mesure et d'adapter en fait les opérations que nous réalisons en ce moment au budget de chacun. Et c'est ce qu'on s'attache à faire. On voit aussi des nouvelles offres qui émergent. Alors il y a l'offre Access développée par le groupe Altaria, donc avec, que j'ai dit, mais puis Woodéum, mais il y a aussi d'autres offres équivalentes chez d'autres promoteurs. De partir de s'adapter à la capacité d'achat. Exactement, en fait, et où on vient pour faciliter le parcours d'acquisition, parce qu'on a bien vu que nos clients avaient beaucoup souffert l'année dernière, parce qu'on avait des acheteurs, mais qui échouaient dans leur parcours de financement. Mais ils voulaient acheter, mais ils ne pouvaient pas. Exactement. Là, on vient avec une offre packagée, qui repose sur le PTZ, dont on a bonifié les effets du PTZ aussi, avec les contreparties de qualité de projet que nous livrons, puisqu'effectivement aujourd'hui dans le neuf, on a des bâtiments qui ont des performances énergétiques très élevées, des étiquettes A ou B, C grand maximum, et donc tout ça mis bout à bout permet de produire en fait des offres intéressantes et qui permettent surtout aux primo-accédants, parce que là c'est là où aujourd'hui on a le plus d'éléments positifs pour rendre les gens propriétaires. C'est beaucoup plus difficile pour les secondo-accédants, parce que quand vous êtes sur un achat nouveau, vous n'avez pas le PTZ, vous devez quitter un emprunt que vous avez peut-être fait à 1%, vous devez vendre votre bien en perdant probablement un peu d'argent pour vous réendetter sur un taux plus élevé. Et là, l'effort psychologique est beaucoup plus difficile. Des droits de mutation à titre onéreux probables pour les secondo-accédants. Et peut-être pas dans le neuf et pas pour les primo-accédants, on ne sait pas. Mais c'est un mauvais signal. Psychologiquement, est-ce que les banques, Sandrine, sont attentives justement, là on évoquait un petit peu la valeur verte justement des biens, est-ce que les banques sont très regardantes dans le domaine? Elles le sont en effet tout à fait. Classement F, G, elles demandent? Tout simplement parce que finalement le DPE du bien va jouer sur le risque qu'elles prennent en le finançant. C'est-à-dire que financer un bien avec un DPE F ou G, c'est prendre le risque, si le couple divorce dans 3 ans, que le bien est encore baissé. Alors pas trop à Paris intramuros, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de biens F et G déjà, mais par exemple en grande banlieue. Donc du coup c'est vrai que les banques, pour cela, elles ont 2 incitations. Soit elles incitent à inclure les travaux directement dans le plan de financement initial, ce qui va permettre de s'assurer que le DPE va progresser. Et ça, elles sont prêtes à l'inciter en faisant des décotes sur le taux jusqu'à 0,30 si le financement est inclus. Donc ça, du coup, finalement, faire des travaux, ça va augmenter la mensualité que de 200 ou 300 euros par mois. Alors certes, il faut le pouvoir, mais on va avoir un bien de qualité dans lequel on va pouvoir inclure une enveloppe de travaux de 50-80 000. Donc ça fonctionne très bien. Et sinon, on a d'autres banques qui, au contraire, valorisent le fait d'acheter un bien performant. On en a parlé tout à l'heure avec ce prêt à taux bonifié. Mais il y en a d'autres où, systématiquement, on va avoir une décote de 0,20 sur le taux. Donc, on arrive à du 3,30 sur 20 ans, 3,40 sur 25 ans. Et là, ça devient vraiment incitatif. Mais nous, on en est à un tel point pour aider les primo-accédants à acheter que certains viennent nous voir avec un projet d'achat dans l'ancien. Ils viennent faire une capacité d'emprunt, enfin, évaluer combien ils peuvent acheter. Et là, on leur dit, écoutez, vous savez que si vous achetez dans le neuf, entre le prêt à taux zéro, le doublement du prêt à taux zéro, le prêt à taux bonifié, qu'on appelle, beaucoup de banques le rajoutent encore 20 000 euros, eh bien, vous allez pouvoir emprunter 100 000 euros de plus pour la même mensualité. Ça augmente la capacité de 100 000 euros. Du coup, un projet qui n'était pas finançable le devient. Et du coup, c'est pour ça que cet élargissement du prêt à taux zéro, il est aussi très important, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est ces primo-accédants.
Pour acheter à Paris aujourd'hui 75 mètres carrés, donc pour loger une famille, évidemment on n'est pas forcément sur des primo-accédants, mais dans un idéal, il faut gagner encore quand même 12 500 €. Alors certes, c'était 14 000 € il y a un an, mais ça reste quand même des niveaux de revenus très élevés, donc c'est pas pour le tout venant. Donc voilà, aider ces primo-accédants, c'est aussi leur permettre de quitter le parc locatif, et du coup, voilà, il faut vraiment rétablir ce parcours résidentiel, c'est essentiel pour débloquer l'ensemble du marché. Un mot tout à fait, peut-être mettre sur, on parle du DPE, on parle de rénovation énergétique, on avait normalement une échéance au 1er janvier 2025 Absolument. pour les logements classés G, donc les plus énergivores, l'interdiction de louer. On commence à revenir un peu dessus en disant finalement les copropriétés, on n'est pas prêt. Et puis il y a la loi ZAN aussi, on dit finalement on va peut-être assouplir. Est-ce qu'on ne va pas passer d'une urgence climatique à une patience climatique, en fait, en décalant ces calendriers? Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Alors, on parlait tout à l'heure de marché de report, et c'est un peu triste à dire, mais on constate qu'on a un marché de report dans l'ancien du primo-accédant sur les logements énergivores. Ce que les vendeurs contraints, je vous parlais des 4D, et donc mal notés, ceux qui avaient fait de l'investissement locatif dont le locataire est parti, bref, qui ne pourront pas relouer principe au 1er janvier prochain parce qu'ils sont OTG. Il n'y a pas 50 candidats à l'appel. Soit vous budgétez le montant des travaux, vous réduisez votre prix, et comme je l'ai dit, votre vendeur, il n'est pas capable, pas parce qu'il n'en a pas envie, mais parce qu'il ne peut pas. Soit vous trouvez quelqu'un qui est un professionnel de la rénovation et évidemment il va le réintégrer dans son financement, et tant mieux pour lui, soit, et c'est aujourd'hui ce que l'on voit le plus sur des logements énergivores, alors évidemment de petite surface, je ne parle pas de 110 mètres carrés, on voit de plus en plus de primo-accédants doublement aidés par le fait que ils savent très bien qu'ils ont un petit pouvoir qui leur permet de négocier davantage le prix, et puis ce sont souvent dans le logement ancien, et disons-le, parisien, des primo-accédants qui sont aidés familialement avec un apport qui permet de faire le grand saut. On a plusieurs contraintes énergétiques. D'abord, on a le PLU bioclimatique qui est rentré en vigueur. À Paris, oui. Qui impose à Paris, à certaines adresses, un pastillage qui va avoir des répercussions sonnantes et trébuchantes, parce que, outre le fait d'améliorer ou de réduire en tout cas la consommation énergétique dans ces logements et dans ces bâtiments, il va falloir réadapter. Et il va falloir augmenter le nombre de logements sociaux, puisque l'envie, en tout cas, qui a été affichée, c'était d'arriver à 40% de logements sociaux. Ça, c'est pas un bon message pour un vendeur. Alors, je ne parle pas d'améliorer la consommation énergétique. J'ose espérer que c'est un bon message quand même et qu'on essaye tous de s'y contraindre. Mais de savoir qu'il y a un risque qu'il y ait un pastillage sur son adresse et donc de ne pas faire ce qu'on veut, c'est une contrainte dans le droit de propriété qui est plus que démotivante. À cela s'ajoutent les droits de mutation à titre onéreux qui risquent d'augmenter. Qui risquent d'augmenter. Les sirènes qui semblent dire que le régime des plus-values des vendeurs pourrait être revu, notamment sur la résidence principale. Donc le second accédant qui est déjà contraint doublement et qui n'est pas aidé par un PTZ, il va se retrouver encore un petit peu plus... Donc ça, c'est des signaux psychologiquement négatifs, selon vous? Et puis, dernière leçon... Le fameux PPT, le plan pluriannuel de travaux, qui impose... Alors, c'est très technique, expliquez-nous, maître. Alors, on a un plan de travaux à voter, disons-le, la dernière échéance était le 1er janvier 2026. Est-elle Ariane, nous voyons pas grand-chose venir, mais en principe, le 1er janvier 2026, toutes les copropriétés doivent approuver un régime de travaux, on va dire une espèce de mise en route de travaux étalée sur 5 ans, alors il peut y avoir des délais un peu plus longs, et avec des travaux qui seront imposés, c'est-à-dire avec des sanctions. Je ne rentre pas dans le détail des sanctions, mais il peut y avoir des sanctions. Tout cela pour essayer de faire en sorte que, notamment, ce qui a été constaté sur les logements énergivores, c'est que pour isoler un logement énergivore, il faut surtout isoler tout ce qui est malheureusement partie commune. Je dis malheureusement parce que quand vous et moi, on est copropriétaires dans un immeuble et que vous habitez le dernier étage et que vous me dites qu'il faut isoler toute la toiture, j'adore votre rendement locatif, mais moi qui suis au premier étage, ça ne m'intéresse pas de voter le budget réfection de la charpente et amélioration. Donc là, les mesures ont été prises de façon forte parce qu'il y avait un audit énergétique qui était déjà prévu mais qui n'avait pas de sanction, donc en bon français que nous sommes, nous ne l'avons pas appliqué. Et là, désormais, un PPT
qui va avoir une conséquence financière non négligeable. Oui. Alors, Maître, vous évoquez justement le rendement locatif. Qui dit rendement locatif dit on pense à investisseurs, et notamment investisseurs privés. Comment redonner envie, justement? On parle d'un statut du bailleur privé, de reconnaître en fait l'investisseur comme un acteur économique à part entière, qui permet, parce qu'il va acheter un logement et qu'une famille pourra venir y habiter, donc en location aussi, c'est bon pour l'emploi, pour le bâtiment, pour les artisans, pour rénover. Est-ce que, Julien, ce statut du bailleur privé, vous êtes favorable à l'inscrire dans la loi, peut-être? Bien sûr qu'on y est favorable. Après, on voit bien, il y a encore du travail pour encaler bien les conditions, mais en fait, nous, on propose quelque chose de simple, qui est de s'inspirer de ce qui est déjà autorisé pour les institutionnels qui achètent du logement locatif libre intermédiaire, et l'appliquer aux particuliers, donc avec une logique derrière de bénéficier d'une capacité d'amortissement, d'exonération de taxes, et surtout d'une TVA réduite en contrepartie en fait d'un loyer maîtrisé. La combinaison de tout ça est très simple, et comme elle existe déjà, c'est simplement étendre quelque chose qui existe déjà aux particuliers. Donc ça, pour le neuf comme pour l'ancien. Donc, oui. Et après, en finir avec tout ce qui est, enfin, tout ce qu'on a connu, Borloo, Périssol, Robien, alors, Pinel, de toute façon, Duflot, là, ça s'arrête. Normalement, le Pinel s'arrête. Donc, normalement, il n'y a rien derrière. On a essayé de le faire continuer, mais on y croit de moins en moins. Donc maintenant, il faut passer dans un autre régime, parce qu'en revanche, ne rien avoir serait un problème. Et on pense qu'il faut quand même encadrer en fait cette action du particulier. Il faut lui faciliter la vie. Il faut quand même garder en tête, notamment, je le disais tout à l'heure, les institutionnels privés aujourd'hui se sont retirés massivement de l'immobilier, et le particulier a malheureusement aujourd'hui suivi cette tendance, et ça va pas fonctionner, parce qu'on a besoin en fait de cette multitude de canaux d'acquisition pour réaliser nos opérations neuves, et notamment dans les nouveaux quartiers, on sait que c'est très difficile de faire venir un institutionnel qui va préférer arriver dans un marché établi, alors que les particuliers vont avoir une logique beaucoup plus patrimoniale et long terme, vont sentir les zones à potentiel, et nous ont aidés historiquement à chaque fois à enclencher les opérations. Et puis il faut avoir en tête, parce qu'on a un peu caricaturé aussi ce qu'était un investisseur privé. Un investisseur privé, c'est pas le mauvais marchand de sommeil multipropriétaire. C'est souvent une famille. On fait ça généralement autour de 40-45 ans, parce que on se projette pas forcément sur le régime de retraite dans 20 ans. Au hasard, et pourtant là on se dit c'est un moyen facile de créer de l'épargne, d'équilibrer mon crédit avec des revenus stables. On est dans un marché en plus totalement sous-offreur en location, donc en fait c'est un risque qui est très mesuré, et puis dans 20 ans on se sera constitué un morceau de capital complémentaire qui nous aidera soit à financer les études d'enfants, soit à financer un complément de retraite. Donc voilà, c'est ces gens-là en fait qu'on cherche à mieux accompagner. Sandrine, justement, sur l'investisseur privé, ce statut du bailleur privé. Il y a vraiment, évidemment, quelque chose à faire, parce que vous l'avez dit, ils sont essentiels. Alors, outre la fiscalité qui est très pénalisante, notamment à Paris, la rentabilité qui a baissé pour ces investissements. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même très peu rentable d'investir à Paris. Donc, il faut vraiment des incitations. Mais surtout, ce qui a aussi un peu pénalisé les investisseurs, c'est quand même l'abandon du calcul en différentiel. C'est-à-dire qu'auparavant, les loyers venaient en déduction de la mensualité. Donc c'était ce calcul d'endettement qui était privilégié. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et on a surtout le Haut Conseil de stabilité financière qui a plafonné l'endettement maximum à 35%, alors que quand on est un investisseur, même un investisseur de classe moyenne, mais qui est déjà juste propriétaire de sa résidence principale, il est déjà endetté à 30%, 28%, et il ne peut pas du coup forcément investir en s'arrêtant à 35%. Donc déjà, en revoyant le calcul revenu, loyer, on l'a dit, il y a quand même peu de vacances locatives, donc les loyers sont quand même facilement sécurisés. Il y a énormément de moyens aussi de les sécuriser maintenant. D'ailleurs, il faudrait que l'État puisse garantir encore davantage les loyers, parce que ça, c'est quand même une grande peur, les impayés de loyer. Donc, en revoyant ce système de calcul, et aussi en permettant aux banques elles-mêmes de prêter aussi davantage et d'aller jusqu'à 40% pour les investisseurs, ça pourrait aussi déjà beaucoup aider et refaire marcher le levier du crédit pour les investisseurs, puisque beaucoup se retrouvaient à acheter cash, à vider une assurance vie pour acheter. Voilà. Donc vraiment réutiliser le crédit comme levier pour l'investisseur.
Mettre justement aussi ce statut du bailleur privé, aussi donner de la visibilité. Mais oui, bien sûr, parce que il y avait un double pari, vous l'avez très bien dit, quand on est privé, bailleur privé, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche soit en effet un investissement, on ne cherche pas à la rentabiliser, un investissement sur du long terme pour les enfants, alors soit parce qu'ils vont occuper à terme cet appartement, parce que ce sera un lieu d'études, soit parce qu'en effet ce sera une partie de cash à débourser pour financer des études, soit on se dit ce qu'on n'a pas gagné en rentabilité locative, au moins on gagnera en plus-value à la sortie. Et là, pas de chance, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, le rendez-vous n'est pas là. En tout cas, il n'est pas pris. On a besoin de logements. Ce profil les municipales 2026, notamment dans le neuf, comment ça va se passer? Parce que des opérations mettent 6 ans, parfois 7 ans pour des grosses opérations sortir de terre. C'est compliqué parce qu'il y a... On peut faire plus, on peut faire moins aussi. Heureusement d'ailleurs. Mais il y a des décisions politiques derrière, il y a une gouvernance. Puis maintenant, il ne suffit plus de proposer des bâtiments, des mètres carrés. Il faut embarquer tout le monde, les élus, les riverains, les acteurs économiques, les associations sur des projets souvent aussi de transformation. Il y a véritablement des modèles qui sont en train de changer. Vos métiers évoluent. Oui, alors c'est vrai que classiquement, les élections municipales sont précédées d'un ralentissement. Il faut ranger les grues, nettoyer les rues et que tout soit parfait quelques semaines, voire quelques mois avant les élections. Donc c'est vrai qu'on appréhende un petit peu aujourd'hui cette perspective des élections, d'autant plus que comme on est dans ce moment-là de recul massif de la mise à la vente avec une demande qui tente à reprendre, on a aujourd'hui devant nous seulement 1 an et demi de stock de logements neufs en commercialisation au rythme auquel nous sommes aujourd'hui. Donc, alors qu'il faut plus de 3 ans pour construire un logement neuf. Donc on se dirige vers une pénurie du logement neuf, ce qui serait évidemment très mauvais, à la fois pour adresser l'offre de logements sociaux qui manque cruellement à l'appel en Ile-de-France, puisque je rappelle que nous produisons, promoteurs immobiliers, la moitié des logements sociaux neufs en Ile-de-France chaque année. Et puis il manquera évidemment des logements aussi pour les jeunes. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un marché qui se grippe, d'une mobilité qui ne se fait pas, des cohabitations qui ne se font pas. Donc globalement, c'est du mal logement qui s'installe et qu'il faut absolument enrayer. Donc c'est vrai que là, on appelle vraiment les maires qui ont les commandes des projets immobiliers à ne pas céder à cette tentation de ralentir. Mais on a plutôt le sentiment qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui prennent conscience en fait que l'immobilisme dans la construction neuve, ça devient une faiblesse pour les villes. Les villes, elles ont besoin de projets. Elles peuvent jouer aussi avec cette innovation qu'elles embarquent lorsqu'elles permettent des projets neufs. Elles créent de la mobilité au sein de leur commune. Des parents qui ont leurs enfants chez eux jusqu'à 30 ans, c'est pas forcément un modèle d'avenir. Donc il faut construire des logements neufs aussi pour permettre d'adresser cette demande et puis ces mobilités, attirer les entreprises aussi, parce qu'aujourd'hui on voit que des entreprises renoncent à des projets de déménagement quand elles constatent qu'elles ne vont pas pouvoir offrir de logements satisfaisants. Tout est lié. Et en fait, tout est lié. Donc il faut relancer cette machine de production. Très bien. Un tour de table sur comment acheter malin en 2025. Vos conseils pratiques. Sandrine, sur la partie financement emprunt déjà. Alors tout d'abord, vraiment mettre en concurrence les banques. Alors évidemment, aller voir un courtier, mais on peut très bien faire le tour des banques aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles vont avoir des objectifs différents. Certaines, on en a parlé, veulent faire plus l'année prochaine. Certaines ciblent davantage les primo-accédants. Donc on peut avoir vraiment des différences de taux qui peuvent aller jusqu'à 0,5, 0,6 selon les banques. Certaines vont demander 10% d'apport de plus pour financer un bien F ou G, si on ne peut pas inclure le montant des travaux. Sur l'apport personnel, où en est-on en ce moment? Alors, à peu près, parce qu'on entend 10%, 15%, 20%, enfin, on en est où? Sur l'apport personnel, à Paris, il est indispensable, tout simplement pour acheter une surface suffisante dans laquelle se loger. La capacité d'emprunt ne suffit pas. Et sur l'Île-de-France, dans des départements un peu plus éloignés, on peut encore acheter sans apport, c'est possible. D'accord. Les banques, là aussi, ont été beaucoup plus flexibles. Il y a vraiment encore cette volonté de soutenir les primo-accédants. Donc vraiment, quand on est primo-accédant,
faire le tour des banques, utiliser au maximum le levier de ces prêts à taux bonifiés, soit parce qu'on a un bon DPE, soit sinon voilà, parce qu'il y a des banques qui le font aussi pour aider les primo-accédants. Il y a même une banque en Ile-de-France qui finance jusqu'à 30 ans si on est un jeune à potentiel. Il y a aussi des mensualités progressives. Donc il y a des solutions et donc le financement est vraiment pas à négliger, surtout à Paris et en Ile-de-France où les banques sont assez inventives, si je puis dire. Donc ça c'est vraiment le conseil qu'on peut donner. Et puis finalement ne pas tarder, ne pas attendre que les taux arrivent à des taux à 2,5%, puisque ça n'améliorera pas, enfin ça ne sera pas le cas. Et surtout on arrive quand même à un moment où on a des vendeurs, mais Maître nous le confirmera, qui essaient de vendre depuis longtemps. Donc même si dans les chiffres on a des baisses de prix qui sont limitées, au cas par cas, on peut aussi négocier. Donc le conseil, c'est vraiment négocier le crédit, négocier évidemment le prix. Et je pense que les acheteurs, début 2025, vont revenir en position de force. Et c'est pour ça que l'attentisme n'est pas le bienvenu. Et on rappelle quand même que la hausse des frais de notaire, si elle a des droits de mutation... Droits de mutation à titre onéreux. Attention. Arrive. Donc ce serait 0,5, mais sur des montants parisiens, ça représente quand même une grosse somme. Ce sera qu'au 1er juin. Donc on a tout à fait le temps de concrétiser son achat avant cette hausse et d'économiser 1 500 € pour un bien à 300 000. Et après, ça monte vite, évidemment. Élodie, quelques conseils pratiques. Ça va rejoindre exactement ce qui vient d'être dit. Il faut absolument convaincre les vendeurs qu'il faut arrêter d'attendre que les prix remontent. Ils ne remonteront pas. La preuve en images telle qu'on vous l'a dit sur les chiffres, et on revoit qu'en janvier prochain, la baisse des prix avoisinerait les 2,5%. Autrement dit, le vendeur ne cède pas. Donc il ne faut pas que l'acquéreur il attende, parce que pour l'instant, on a quand même un climat qui est pas trop mauvais. On a des taux d'intérêt qui sont plus que raisonnables. On a surtout les banques qui financent. Donc, faut y croire. Et vos vendeurs, faut pas hésiter évidemment à essayer de discuter avec votre vendeur. Encore une fois, pardon d'être désagréable, mais quand on a un logement noté G, il n'y aura pas 50 000 candidats et votre vendeur, il n'est pas idiot. Il y a un moment, il sait bien que, voilà, entre mal et pis, allons-y. Donc, il faut, à mon avis, pas trop attendre, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être empreint d'incertitudes, mais alors si aujourd'hui on a des certitudes, c'est qu'on a des taux qui sont raisonnables, des prix qui ont baissé, mais qui ne vont pas atteindre 20% de baisse. Donc, si je suis acquéreur, n'attendez pas trop longtemps. Julien ? Dans le neuf, c'est pareil. En fait, on est dans un moment où on pense avoir touché le point bas, donc c'est classiquement un bon moment pour devenir acheteur. Le prêt à taux zéro, c'est quand même là un outil formidable et qui est en train d'être bien packagé dans l'offre de logements neufs. Donc c'est véritablement le moment d'en profiter. Et puis n'oublions pas qu'acheter aussi un logement neuf, c'est dans certains quartiers bénéficier d'une TVA réduite qui peut aller jusqu'à 5,5% au lieu de 20%. C'est bénéficier de frais de notaire réduits également, d'exonération de taxes. Donc 2 à 3% dans le neuf, 6 à 7% ou voire 8 dans l'ancien. Exactement. C'est bénéficier aussi de toutes les garanties qu'embarque le logement neuf. Donc en fait, vous avez pendant 10 ans une sérénité totale sur votre acquisition. C'est bénéficier aussi d'un logement qui est aux nouvelles normes environnementales les plus élevées, d'un logement aussi qui peut être construit avec des matériaux innovants. On n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que dans l'offre neuve, vous avez là un rebond des matériaux biosourcés qui viennent en fait s'inviter dans la construction neuve, produisant de ce fait des bâtiments ultra qualitatifs avec des valeurs environnementales très fortes et puis un confort de vie aussi très élevé. Donc tout ça combiné fait qu'on a le sentiment que les planètes s'alignent. On va aussi, peut-être aussi pour, si vous souhaitez investir, rappeler qu'il faut toujours quand même se rendre sur place pour aller voir quand même l'appartement qu'on peut acheter, pas toujours se fier à une plaquette ou même à certains conseillers de gestion de patrimoine. Investir à distance, si on peut éviter, ce serait bien. Étudier le marché, la tension locative en période de pénurie de logements à louer. L'investissement locatif, c'est bien, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Ne pas s'orienter uniquement sur une ville, mais plutôt penser quartier, voire rue, aujourd'hui même bâtiment. Il y a souvent des écarts de prix importants selon les rues, selon l'orientation, selon la situation. Mesurer, on l'évoquait, la nouvelle donne environnementale, les biens classés F et G, les passoires thermiques, quel type de travaux engager, les décotes éventuelles, se renseigner sur les
travaux. Côté copropriété, il faut vraiment éplucher tout ça. Les projets d'urbanisme qui peuvent donner de la valeur ou au contraire pénaliser l'investissement, se renseigner auprès de sa mairie, connaître les règles locatives en vigueur aussi. Il y a de l'encadrement des loyers dans certaines villes, pas partout. Les prix de l'immobilier sont à la baisse, mais pas partout et pas au même rythme. Les valeurs sûres ne vont pas voir leur prix baisser. Se renseigner au maximum sur les bonnes plateformes comme Figaro Immobilier, mais aussi chez les notaires, vous financez avec la Fédération des promoteurs immobiliers. Ne pas tomber dans la paranoïa, il n'y aura pas forcément d'impayé, il n'y aura pas forcément un squatter chez vous. Voilà, si vous voulez investir. Investir dans le neuf, on l'évoquait, en moyenne 30% plus cher que dans l'ancien, mais sur le long terme. Les normes environnementales, la performance verte en vigueur, pas de travaux, pas de charges de copropriété pendant quelques années. Comme dans l'ancien, là aussi, l'emplacement, il est déterminant, proche des transports, des commerces, des services. Regardez à la loupe, vraiment les secteurs qui peuvent prendre de la valeur. On parle aussi, bien sûr, du Grand Paris Express, on l'évoque, des futures gares. Investir dans l'immobilier, c'est le pari de la confiance. C'est vraiment le pari de la confiance, le pari de l'avenir. Ça peut être un excellent placement pour vous, à moyen, long terme, pour votre famille. Toujours avoir quand même en tête qu'on n'achète pas un produit, on achète un logement et voilà. En tout cas, quel est votre état d'esprit pour terminer pour cette année 2025, Élodie? Je suis objectivement notaire, je crois en la pierre, mais je pense être assez révélatrice de l'état d'esprit de tous les Franciliens. Il y a une vraie, autour de cette table, on l'a confirmé, il y a une envie d'acheter et il faut se lancer. Julien? 2025, il va falloir être combatif et puis optimiste pour continuer d'avancer. Et voilà, je rejoins ce que vous venez de dire. C'est un moment intéressant là. C'est un moment intéressant pour s'intéresser à l'immobilier, donc il faut y aller. Dernier conseil quand même, Sandrine. Moi, j'ai bien aimé votre expression que voilà, les planètes semblent être à nouveau alignées. Bon, mais il n'y a plus qu'à monter dans la fusée. Ouais. Et puis on passe, alors on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais aussi d'un urbanisme de construction à un urbanisme de transformation, véritablement. Élodie, il y a eu notamment le congrès des notaires 2024 à Bordeaux sur ce thème très important, absolument, sur cette notion aussi environnementale qui est un fil conducteur. Oui, ça a été une politique aussi de la ville de Paris de s'employer à faire en sorte que les fameux logements vacants puissent être réutilisés différemment, mais il n'y avait pas que des logements, il y avait beaucoup de tertiaires et ça fait partie des objectifs et notamment de la transformation un peu de vos modèles de production sans vouloir être désobligeante. Dans Paris, évidemment, il n'y a pas beaucoup de terrains à bâtir, on ne va pas se mentir. De transformer l'existant. Voilà. Oui. Donc, soit on détruit et on reconstruit, quand ce n'est pas faisable, mais je ne me permettrai pas de parler à votre place, soit on améliore et où on transforme. Ça peut être un local industriel, ça peut être une gare, ça peut être des plateaux, des bureaux, bref, la transformation a un vrai rôle à jouer aujourd'hui. Eh bien, merci à tous les trois. On vous souhaite une merveilleuse année 2025, à la fois pour l'immobilier, mais aussi pour tout le reste. Que vos plus beaux rêves, en tout cas, se réalisent. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.